À Califourchon, sur un coursier blanc, Fama volait, plutôt naviguait. Boubou blanc au vent, l'étrier et l'éperon d'or, une escorte dévouée, parée d'or l'honorait, le flattait. Vrai Doumbouya, authentique, le prince de tout le Orodougou, le seul, le grand, le plus grand de tous. Au-dessous fuyait un manque, un désir, quelque chose qui avait glissé à travers les doigts. Était-ce un cheval? Une femme? Fama se courba, se pencha, mais ne put rien distinguer. Le manque filait comme le vent. Il était luisant comme la traînée de queue d'un lointain feu de brousse. À bride abattue, Fama le poursuivait, peinait de le poursuivre. Et cela fuyait, détalait plus vite, menaçait de disparaître. Et sa disparition, on se le disait, laisserait l'univers orphelin avec le malheur de la sécheresse du cœur. Et pourtant Fama exultait, se pâmait de joie, se disant « La chose court à sa perte. Sur le chemin latent, solide comme un roc, celui qui l'accaparera. » Et, enivré de joie, Fama éclata de rire, d'un rire fou. Il rit si fort qu'il se réveilla. Et réveillé, continua à s'esclaffer, à pouffer jusqu'à... Le matin était là. Le soleil remplissait la cellule de tout son feu. Autour, le pétillement assourdissant après un sommeil profond et un rire bruyant. L'heure de la première prière avait passé. Il aurait été ridicule de se courber par un soleil aussi loin. Des éclats de rire, des voix, des sifflotements et des pas se faisaient entendre derrière la porte. Intrigué, Fama tendit l'oreille. Toute la caserne vibrait, bruissait du brouhaha de l'orage battant la forêt. Il voulut écouter. On poussa la porte, l'ouvrit. Des gardes présentèrent à Fama un bouffon neuf, un grand boubou, une tchétcha et des babouches neufs aussi. Fama devait les revêtir immédiatement et suivre les gardes. En s'habillant, il constata qu'au milieu de la caserne, sur la place d'armes, des ouvriers et des soldats se dépêchaient de donner les derniers coups de marteau à la tribune qu'ils avaient construite dans la nuit et d'aligner des chaises et des bancs. Des voitures étaient stationnées pêle-mêle derrière la caserne. Lorsque Fama s'en alla avec les gardes, ceux-ci lui apprirent que, depuis les premières lueurs du matin, des voitures étaient arrivées de toutes les provinces de la République. Tous les ministres, secrétaires généraux, députés, conseillers économiques et généraux étaient déjà là. Mais ils ne purent en dire plus. C'était déjà la place d'armes. Les gardes firent asseoir Fama sur un banc parmi d'autres détenus. Derrière la tribune, les griots et griottes, les tam-tams, les balafons, les cornistes et les danseurs constituaient une foule compacte et bigarrée. Des officiels arrivaient,
choisissaient des chaises et s'asseyaient. Mais soudain, les accents métalliques des griottes retentirent. Les cris des griots suivirent et ensemble tous les instruments de danse donnèrent. Alors le président, oui, le président de la République des ébènes lui-même, suivi de toutes les grandes personnalités du régime, apparut. Le vacarme des cris et des tam-tams se poursuivit jusqu'au moment où il monta à la tribune et s'installa majestueusement à la place d'honneur. Le secrétaire général fit alors un petit signe et tout se tut. Il annonça que le président allait prononcer un important discours. Le chef de l'État se redressa. Le tintamarre recommença. Mais un second geste du secrétaire général amena le silence. Le président avança, promena un regard sur la foule médusée. Un garde s'empressa d'arranger le micro dans lequel le chef d'État souffla puissamment pour se désenrouer. Les applaudissements, les tam-tams et les cris des griots repartirent. Le secrétaire général, une troisième fois, dut intervenir pour obtenir le silence. Cette fois, le discours commença. Le président parla. D'abord doucement, tranquillement, et avec cette voix sourde et convaincante dont le président seul avait le secret. Il parla de la fraternité qui lie tous les Noirs, de l'humanisme de l'Afrique, de la bonté du cœur de l'Africain. Il expliqua ce qui rendait doux et accueillant notre pays. C'était l'oubli des offenses, l'amour du prochain, l'amour de notre pays. Fama n'en croyait pas son ouïe. De temps en temps, il enfonçait l'auriculaire dans ses oreilles pour les déboucher. Il se demandait constamment s'il ne continuait pas à rêver. Tout était bien dit. Tout était ébahissant. Et c'était vrai. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Le président demandait aux détenus d'oublier le passé, de le pardonner, de ne penser qu'à l'avenir. Cet avenir que nous voulons tous radieux. Tous les prisonniers étaient libérés, tous et toutes, immédiatement. Tous allaient rentrer dans leurs biens.